Donc, comme vous le savez tous, la sécurité sociale a été au cœur de la crise sanitaire, au cœur de la Covid. Et la sécurité sociale a été, dans ce cas-là, un peu comme un bateau au milieu d'une tempête. Mais contrairement à beaucoup de bateaux, elle a réussi à suivre son cap. Elle n'a pas fait comme Ulysse, un long voyage périlleux. Elle a parvenu à garder le cap. Elle a subi des tumultes. Les matelots ont été arrosés, nécessairement, de quelques gouttelettes. Mais à aucun moment, je ne dis bien à aucun moment, la sécurité sociale n'a chaviré. Alors, nous allons donner la parole aux pilotes de ces vaisseaux, les présidents des conseils d'administration et des conseils des caisses nationales de sécurité sociale. La sécurité sociale agit aux côtés des citoyens et des entreprises. 75 ans de solidarité au service de tous. 75 ans d'adaptation à l'évolution de la société. 75 ans d'innovation pour garantir une protection sociale pour tous. Assurance maladie, accident du travail et maladie professionnelle, allocation familiale, assurance retraite, recouvrement des cotisations. Alors que la France fait face à une situation de crise sanitaire inédite, rencontre avec les élus des conseils d'administration des acteurs de la sécurité sociale. Il y a 75 ans, à la Libération et sous l'impulsion des partenaires sociaux, la sécurité sociale a pu montrer que la solidarité nationale était un facteur de progrès économique et social. Aujourd'hui, avec la crise que nous vivons, la sécurité sociale montre qu'elle est aussi un formidable amortisseur de crise, grâce notamment à l'engagement de nos collaborateurs. Sur le terrain, dans les territoires, nos plus de 150 000 collaborateurs s'engagent, s'investissent dans nos missions de service public, dans l'intérêt général. Donc, pendant cette période de crise, il a été nécessaire que l'ensemble des salariés et des collaborateurs de nos organismes de protection sociale se mobilisent pour faire face, bien sûr, à cet événement inattendu, malgré tout, depuis le mois de mars. Pendant cette période compliquée, il a fallu assurer la continuité de nos missions. Malgré tout, il a fallu se réinventer pour poursuivre cette mission dans des circonstances particulières et notamment permettre à l'ensemble de nos collaborateurs d'être en télétravail. Et puis, bien sûr, faire face, malgré tout, à la préoccupation de l'ensemble de nos ressortissants, à la fois sur les territoires urbains, mais aussi sur les territoires ruraux. Ça a toujours été l'ADN de la sécurité sociale et, bien sûr, de la mutualité sociale agricole. La MSA a mené plus de 250 000 actions dans le cadre de MSA Solidaire. Et je voulais effectivement remercier l'ensemble des collaborateurs et des délégués pour avoir mené à bien cette notion de solidarité pendant cette crise. Du côté de l'assurance maladie, je pourrais parler bien sûr de l'incroyable enjeu des arrêts de maladie auxquels nous avons dû faire face pendant la période de la Covid-19, de l'aide apportée aux professionnels de santé pour compenser leur perte d'activité et du développement exponentiel de la télémédecine. Mais je veux aussi évoquer la formidable mobilisation de l'assurance maladie et de ses collaborateurs sur la mission radicalement nouvelle de contact tracing. Ce sont, à l'heure où je vous parle, quelques 10 000 collaborateurs volontaires qui ont été formés pour assurer cette mission salutaire. Depuis le mois de mai, ils ont identifié 250 000 personnes positives, 740 000 cas contacts qui ont généré plus de 40 000 appels sortants jour. C'est une mobilisation sans précédent, appelée à se poursuivre, et je tiens à les saluer ici. Assurer la continuité de nos services a évidemment été une priorité pour nous, branches famille, pendant cette crise. Il était inenvisageable, dans ce contexte social difficile, que nous ne soyons pas en mesure de verser en temps et en heure les prestations sociales à nos concitoyens, alors que partout en France se sont développées des situations de fragilité. La Caisse nationale des allocations familiales et le réseau des CAF, ensemble, nous pouvons être fiers d'avoir poursuivi nos missions, et notamment aux côtés des plus fragiles. En tant que dirigeant d'entreprise en Vendée, mais aussi comme travailleur indépendant, j'ai été un témoin direct de l'aide que l'État et les URSSAF ont su apporter au monde de l'entreprise. L'exercice était délicat, car il faut tout à la fois préserver le tissu économique et social, mais aussi poursuivre le financement de la sécurité sociale. Et je suis fier, comme tous les acteurs, de ce qui a été entrepris. La situation que nous venons de traverser et que nous traversons encore aujourd'hui doit nous inviter à beaucoup d'humilité. Nous avons bien vu que quelques mois de crise ont rendu l'exercice de nos missions historiques
particulièrement complexe. Et pourtant, tout a tenu. Nous avons pu, en temps et en heure, payer les pensions de retraite à l'ensemble de nos concitoyens et accompagner les retraités les plus fragiles. La sécurité sociale a été au rendez-vous de la solidarité et nous pouvons en être fiers. Continuer à accompagner les plus fragiles. Nous devons dire à nos jeunes de s'intéresser à la sécurité sociale et donc de se former. Et nous devons former nos jeunes à la compréhension et au rôle que joue la sécurité sociale tout au long de notre vie. La retraite par répartition, basée sur la solidarité intergénérationnelle, a su démontrer sa capacité à surmonter toutes les crises depuis 75 ans. Alors, ayez confiance en l'avenir. La crise que nous traversons montre que la sécurité sociale est un filet de sécurité extraordinaire et qu'elle sait s'adapter en permanence. C'est le gage pour les jeunes générations qu'elle sera encore là demain quand elles en auront besoin. La sécurité sociale, c'est une vieille dame de 75 ans qui se réinvente en permanence et qui accompagne chaque Français tout au long de sa vie. Nous vous demanderons maintenant de vous projeter dans un futur pas si lointain, c'est-à-dire la fin du XXIe siècle, et d'imaginer ce que sera la sécurité sociale. Pour cela, pas besoin d'être écrivain de science-fiction. Il suffit de regarder ce que la sécurité sociale est, et est en train de devenir, à l'aune de la crise du Covid-19. Et pour lancer cette thématique, nous avons sélectionné des propos de Simone Veil. En 1994, elle était alors ministre des Solidarités, de la Santé et de la Ville. C'était à l'occasion de la présentation du projet de loi relatif à la sécurité sociale. Elle disait « N'oublions pas le bien commun qu'est la sécurité sociale. Gardons-nous de ne l'envisager que sous la référence des déficits et des charges. La sécurité sociale est bien plus qu'un trou financier. C'est un immense progrès social. C'est le plus important facteur de cohésion sociale qui existe en France et nous avons le devoir de le protéger pour les générations à venir. » Elle concluait ainsi « L'attachement profond qui est le mien à la sécurité sociale n'empêche bien au contraire un devoir de lucidité. » Des propos de grande actualité, il faut en convenir. Et donc pour lancer ces débats sur la sécurité sociale au cœur de la crise sanitaire, nous aurons une première partie qui commenceront par les constats de la sécurité sociale avec la crise sanitaire et une projection sur le devenir. Et pour cette discussion, nous accueillons M. Dominique Libaud, directeur général de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, et M. Frank von Lennep, directeur de la sécurité sociale. Merci à eux. Merci. Bonjour, rebonjour. Donc je commence et Dominique poursuivra. Je commence avec en redisant de façon avec peut-être d'autres mots et de façon plus globale, mais ce qu'en réalité viennent de dire dans la vidéo les présidents des caisses de sécurité sociale sur le rôle de la Sécu pendant la crise. Cette crise qui est à la fois sanitaire et économique c'est sur ces deux fronts, sanitaires et économiques, que la sécurité sociale a agi et agit encore. Et qu'elle est un acteur majeur, avec les maîtres mots habituels de la sécurité sociale, la solidarité, la protection individuelle et collective, mais avec aussi, et ça les présidents l'ont dit, la réactivité, avec un réseau qui s'est adapté extrêmement vite à partir du mois de mars pour mettre en œuvre des modifications réglementaires de prestations, d'accueil, qui étaient extrêmement nombreuses et qui se sont succédées à toute allure. Donc cette crise, elle est à la fois, je disais, sanitaire et économique, et donc sur ces deux fronts, la sécurité sociale et, dans un sens plus large, la protection sociale a eu un rôle majeur. Et donc je vais peut-être parler presque plus de protection sociale que de sécurité sociale. Sur la crise sanitaire, évidemment, d'abord, on ne peut que citer le rôle du système de santé, le sanitaire, le médico-social, les soignants, les professionnels dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans l'ensemble des établissements médico-sociaux, mais aussi en ville. Pas oublier, il y a eu en ambulatoire des centres Covid, le rôle de téléconsultation, les rôles des infirmières libérales qui sont restées très présentes au domicile des personnes âgées notamment.
Et puis au-delà du système de soins, ce qu'a fait la sécurité sociale pendant cette crise, ce qu'elle continue de faire, c'est d'assurer le financement de tous les besoins nouveaux qui sont apparus. Financement, par exemple, je vais donner quelques exemples, mais financement, par exemple, de garanties pour les établissements médico-sociaux et pour les hôpitaux, de manière à ce que, au cœur de cette crise, ils ne soient pas bloqués, entravés par des difficultés de trésorerie, le financement de soutien et d'indemnisation aussi pour les professionnels de santé libéraux, dont certains ont vu leur activité chuter, voire pour certains s'arrêter totalement, le financement évidemment des équipements de protection, de masques, de produits de santé, des consommables, tout ça pour à chaque fois des milliards d'euros, le financement des tests, ça c'est en cours, plus d'1 million de tests par semaine, dont le financement est assuré par l'assurance maladie. Quand on fait la somme de tout ça, en fait, on retrouve ce qui avait été la demande du président de la République au mois de mars, du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que la lutte contre la crise, elle a été assurée, elle continue d'être assurée, quoi qu'il en coûte. Et à aucun moment dans ces crises, des questions de financement du système de santé n'ont été des obstacles à la mise en œuvre des actions. Et cela se traduit dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été présenté au Conseil des ministres hier, par un rehaussement de l'ONDAM, donc cet objectif de dépenses d'assurance maladie qui est voté chaque année par le Parlement, un rehaussement de 10 milliards d'euros. Il avait été voté à 205 milliards d'euros fin 2019, et il est remonté dans ce texte à 215. C'est 10 milliards d'euros de plus. Et qui sait, c'est peut-être pas terminé. Et en 2021, évidemment, ces financements vont se poursuivre. Des financements, encore une fois, pour les tests, pour les masques, mais aussi, on le voit bien arriver, pour les vaccins, l'achat de vaccins, la réalisation de la vaccination, quelles que soient les modalités qu'elle prendra, par des professionnels. Tout ça aussi, ça va coûter en 2021. Et tout ça aussi, la Sécu est là pour en assurer le financement sans à aucun moment entraver les actions. Et puis par ailleurs, à côté du financement de la crise sanitaire, ce qu'assure la Sécurité sociale, c'est le financement de ce qui a été annoncé et préparé dans le cadre du Ségur de la santé, signé par le gouvernement et les organisations syndicales cet été, et qui se traduit par, d'une part, des revalorisations salariales importantes dans les hôpitaux et dans les EHPAD pour rendre les métiers plus attractifs, et qui se traduit aussi par d'autres actions, notamment en matière d'investissement, avec des investissements très importants dans les années qui viennent, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans le numérique. Et ça aussi, c'est un financement qui a pu être mis en œuvre avec des revalorisations salariales qui sont déjà en train d'intervenir depuis le mois de septembre. Donc ça, c'est la protection sociale et la mise en œuvre et le financement de la lutte contre la crise sanitaire. Et puis, deuxième pilier, faire face à la crise économique. Là, la Sécu, la protection sociale au sens large, on le dit toujours, elle joue un rôle d'amortisseur, ça a été redit, et elle le fait comme elle le fait toujours. Mais évidemment, elle le fait encore plus fortement que d'habitude parce qu'on n'a jamais connu une crise de cette ampleur. Une baisse du PIB de 10% prévue pour cette année, on n'a absolument jamais vu ça. Et dans cette crise, on voit qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, il n'y a pas de limite à ce que la sécurité sociale peut mettre en œuvre pour jouer le rôle d'amortisseur. Alors d'abord, un amortisseur pour sauver les emplois par les reports et les exonérations de cotisations. Au mois de juin, c'est jusqu'à 26 milliards de cotisations qui n'avaient pas été payées par les employeurs et par les travailleurs indépendants. Petit à petit, une partie de ces cotisations vont revenir. Ça a été des reports, mais les employeurs finiront par en payer une partie. D'autres, évidemment, ne sont jamais payés dans les secteurs les plus touchés. Et une partie, malheureusement, des entreprises d'emploi disparaîtront, mais une autre partie des entreprises d'emploi seront sauvées parce que la sécurité sociale a pu lever le crayon et cesser de prélever ses cotisations. Et ça, c'est du côté du financement. Et puis, de l'autre côté, il y a toutes les prestations qui ont pu être mises en place, souvent dans l'urgence, autour des... Alors, ça a été dit par les présidents, j'en donne quelques exemples, par des indemnités journalières, qui sont allés bien au-delà de leur rôle habituel de financer, d'indemniser des personnes malades pendant leur arrêt de travail. On allait bien au-delà puisqu'on a indemnisé des personnes cas contact, c'est-à-dire pas malades mais susceptibles de l'être, des personnes vulnérables, c'est-à-dire susceptibles d'être gravement touchées par la maladie si elles sont malades, mais
pas malades du Covid, et puis des personnes à un moment qui avaient besoin de rester à domicile pour garder leurs enfants lorsque les écoles étaient fermées. Et puis aussi des professionnels libéraux qui jusqu'ici n'avaient pas d'indemnité journalière, ça changera peut-être dans l'avenir, n'avaient pas voulu s'assurer pour les indemnités journalières maladie et qui ont tout de même été indemnisés pendant la crise. Et à côté de ces indemnités journalières, alors là aussi je ressors du champ sécurité sociale pour revenir dans un champ protection sociale plus large, mais l'activité partielle, donc financée par l'État et par l'UNEDIC, qui continue de permettre d'indemniser des personnes qui ne peuvent plus être rémunérées, en tout cas entièrement par leur employeur en raison de la crise, et avec des porosités très intéressantes à constater entre les indemnités journalières et l'activité partielle. Certains publics ont été indemnisés au départ par l'indemnité journalière, puis par l'activité partielle, lorsqu'on a considéré que c'était plus simple à mettre en œuvre. Enfin, parmi les autres types d'aides qui ont été cités et mises en œuvre, des aides vers les ménages modestes ou précaires par les caisses d'allocation familiale, des aides de soutien aux crèches importantes. Vous savez que pendant évidemment le confinement, bon nombre de jeunes enfants n'allaient plus à la crèche et il fallait soutenir financièrement ces crèches tout simplement, sinon elles auraient fermé, elles n'auraient pas rouvert quand on avait besoin d'elles là à la rentrée. Et puis encore d'autres types d'aides apportées aux professionnels, aux travailleurs indépendants par exemple par leur caisse de retraite complémentaire. Donc c'est un patchwork d'aides qui repose sur la capacité de la sécurité sociale à s'inventer, se réinventer tous les jours et qui... Alors là, on n'est pas totalement dans l'universalité dont parlait Benjamin Ferras tout à l'heure, qui sont évidemment très ciblés en fonction des besoins de tel ou tel type de population, qui sont des aides qui n'ont pas vocation à être pérennes, qui sont vraiment des aides de crise. Alors tout ça a été rendu possible en répondant à 3 types d'enjeux, des enjeux juridiques avec des textes parfois législatifs, mais le plus souvent réglementaires à prendre dans l'urgence, des enjeux financiers, je l'ai dit, il faut financer tout ça. Et des mesures ont été prises dans l'urgence pour financer, je pense que Dominique Libaud y reviendra, mais notamment pour augmenter la capacité de financement par la COS jusqu'à 90 milliards d'euros, ce qui est vraiment important, c'est le financement de court terme, et puis reprendre une dette avec une reprise de dette par la CADES cet été pour financer les déficits des prochaines années. Et enfin, 3e type d'enjeu, les enjeux opérationnels, puisque, ça les présidents des caisses nationales l'ont dit, toutes ces actions et toutes ces mesures devaient être déployées extrêmement rapidement dans l'ensemble des réseaux de la sécurité sociale. Et donc ça renvoie pour éclairer un autre pan de l'action de la sécurité sociale, la sécurité sociale comme service public. Et ce service public de la sécurité sociale, dans la crise, il n'a pas rompu, il n'a pas coulé, comme ça a été dit tout à l'heure, et il s'est adapté. D'une part, il s'est adapté avec télétravail massif dans les réseaux et qui ne s'est jamais traduit par des ruptures de services. Deuxièmement, par un accroissement extrêmement rapide des échanges dématérialisés. Alors, ils étaient déjà fortement développés ces dernières années, mais alors là, pendant le confinement, presque du jour au lendemain, l'immense majorité des échanges d'informations entre les assurés et les caisses de sécurité sociale se sont faits sous format dématérialisé. Il s'est adapté et il a répondu à la crise de service public par des droits qui ont été maintenus, donc pas de rupture de droits. Ce qui pouvait être compliqué pour certaines populations dans cette phase où on était en confinement et où chacun était isolé chez soi. Évidemment, il aurait pu y avoir un grand nombre de ruptures de droits. Des textes ont été pris pour maintenir les droits assurés par les caisses primaires d'assurance maladie, par exemple, pour ce qui concerne la complémentaire santé solidaire ou les affections de longue durée, des droits servis dans les CAF ou les MSA pour tout un nombre de prestations dont les droits sont renouvelés régulièrement, le RSA, la H, etc. Enfin, un rôle très important qui continue de la sécurité sociale dans ce qu'on appelle le contact tracing. Vous savez que c'est le réseau d'assurance maladie aujourd'hui, ça a été dit par le président de la CNAM tout à l'heure, qui assure la recherche et le contact vers toutes les personnes qui sont cas contact pour leur donner les informations, des conseils et leur demander de rester et de s'isoler chez elles lorsqu'elles ont été cas contact.
Enfin, j'aurais quand même terminé tout ça sur le service public de la sécurité sociale en disant que le service public de la sécurité sociale, il a joué son rôle, mais qu'évidemment, à lui seul, il ne peut pas assurer l'ensemble du lien social, et que ce qu'on a vu pendant cette crise sanitaire et qu'on continue de voir, c'est l'importance aussi de l'ensemble des autres réseaux, et souvent en articulation aussi avec les réseaux de la sécurité sociale et des réseaux associatifs, le rôle des aidants, c'est un peu ce qui ressortait aussi du travail de la classe qui a reçu tout à l'heure le prix des jeunes de la sécurité sociale, c'est ce lien social qui doit passer par, au-delà de la Sécu, par l'implication de chacun dans la lutte contre l'isolement et contre la solitude. Et ça, je pense que la Sécu a encore des enjeux devant elle pour faciliter tout ça. Il y a des mesures qui sont en cours de développement, par exemple pour faciliter le rôle des aidants familiaux, et on pourra aller certainement plus loin. Enfin, donc pour conclure, 3 mots. Et pour conclure et passer la parole à Dominique, ce que cette crise révèle, c'est sur le plan de la crise sanitaire, c'est évidemment le besoin d'investir dans le système de santé, dans les professions de santé, dans l'hôpital. Donc voilà, tout cet investissement prévu dans le Ségur de la santé. Deuxièmement, c'est la prise en charge de l'autonomie, on l'a déjà dit à plusieurs reprises ce matin, la création de cette 5e branche, mais qui n'est qu'une première étape, et surtout la mise en œuvre à venir de mesures pour faciliter la vie des personnes en perte d'autonomie. Et enfin, là aussi, on est un peu moins dans le champ de la sécurité sociale, mais si en partie quand même pour les CAF, et puis au-delà, on rejoint aussi les sujets UNEDIC, Pôle emploi, évidemment une crise économique qui va être majeure, et donc on sera à nouveau confronté dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, aux enjeux de lutte contre la pauvreté, de hausse du chômage, des reconversions, comment on fait pour que les personnes qui perdent leur emploi et qui sont parfois dans des situations où elles n'ont pas eu de formation depuis longtemps puissent se reconvertir. Et la lutte contre la reconversion, la formation, la lutte contre la pauvreté ne sont pas dans le champ de la sécurité sociale, mais c'est de la protection sociale au sens large, et on voit bien que, ça a été dit tout à l'heure par Benjamin, dans d'autres pays, c'est de la sécu. Voilà, et donc tout ça, c'est ce qui nous a permis de tenir le cap par gros temps, mais tout ça, derrière, ce sont énormément de moyens et de financements nécessaires, et des financements qui vont évidemment interroger la sécurité sociale dans les années à venir. Je complète donc le propos de Frank Van Lennep donc sur 2 points, un peu le revers de la médaille, donc l'aspect financier effectivement donc pour la sécurité sociale, et puis quelques réflexions aussi sur l'avenir. Et tout ceci donc avant donc la table ronde qui justement va parler des défis du XXIe siècle. Donc sur le revers de la médaille, évidemment, de cette mobilisation extrêmement forte de la sécurité sociale, c'est évidemment une crise financière assez lourde, et il faut bien dire effectivement un peu sans précédent, puisque les déficits tels qu'ils ont été révélés par la Commission des comptes de la sécurité sociale et le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont beaucoup plus forts que dans les crises financières précédentes, même la crise effectivement financière de 2009-2010, 44 milliards d'euros pour le seul régime général de sécurité sociale, et en plus il faudrait prendre en compte l'UNEDIC, les régimes complémentaires. Nous sommes sur donc une crise d'une brutalité, d'une ampleur sans précédent, à la fois évidemment du fait des dépenses effectivement générées par la réponse à la crise, et qui sont bien sûr sur le système de soins comme l'évoquait Franck, mais aussi sur d'autres éléments donc pour soutenir les revenus de remplacement des ménages, mais évidemment aussi la perte de recettes, liée tout simplement à la chute du produit intérieur brut et aux mesures de soutien à l'économie, et ça donc ça affecte toutes les branches, parce qu'on pourrait dire effectivement c'est évidemment essentiellement la branche maladie sur le soutien au système de santé, mais en revanche évidemment les pertes de ressources, ça affecte toutes les branches. Donc ensuite on va avoir des effets donc différents. Les branches les plus touchées vont être évidemment la branche maladie et le chômage, du fait des 2 effets ressources et dépenses, et les autres branches moins touchées, mais quand même évidemment également touchées. Ce qu'il faut aussi noter évidemment, c'est que
Malheureusement, même avec le retour d'une certaine croissance, et évidemment, la première chose à faire, c'est de retrouver le chemin d'une activité économique qui génère de l'activité et qui génère des ressources pour le système. C'est évidemment absolument fondamental. Mais même avec ça, il ne faut pas s'illusionner, ce n'est pas un trou d'air qui fait qu'on va revenir à meilleure fortune spontanément. Et là aussi, les projections nous montrent qu'en 2021, on devrait être encore sur certaines hypothèses, et on connaît tous les aléas, donc il y a la situation, mais vers 27 milliards d'euros pour le déficit pour le régime général, et sur les années ultérieures, plus de 20 milliards. Donc c'est des sujets complexes, d'autant, il faut bien dire que les leviers qu'on a pu mettre en place dans des crises précédentes apparaissent plus difficiles à mobiliser, il faut bien le dire. On a dans les années passées, et la Cour des comptes le rappelle souvent, fait appel au prélèvement obligatoire. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a eu des économies aussi sur l'assurance maladie, un Ondam qui était raide, donc dans la décennie 2010-2020. On voit aussi les conséquences et que ça pose des questions. Donc voilà, c'est des questions ouvertes qui vont être quand même assez lourdes, effectivement, dans les années à venir. Et bien sûr, toutes les finances publiques sont déséquilibrées. La question particulière de la sécurité sociale, c'est que la notion, ce qui fait vraiment sens, c'est la notion d'équilibre. La notion d'équilibre, pourquoi ? Parce que c'est l'idée qu'une génération finance par elle-même sa redistribution, ses dépenses d'aujourd'hui sur la santé, la retraite, etc. L'idée, on a beaucoup dit, c'est la solidarité. Globalement, tout le monde admet que transmettre une dette sur les dépenses d'aujourd'hui de la sécurité sociale de générations futures, c'est pas forcément hyper génial en termes de solidarité. Donc voilà, c'est ça qui fait sens. Et donc s'éloigner de cet équilibre, c'est vraiment une question assez forte, voilà, et qui certainement va nous interpeller dans les années à venir. Au-delà de ce sujet financier, quelques remarques ou leçons. Un, peut-être les trous dans la raquette de notre système, très généreux, on l'a dit, évidemment, très généreux, et les politiques, à juste titre, disent la France, sans doute le pays qui a le mieux accompagné, presque, effectivement, nos concitoyens, ses concitoyens, quand on regarde par rapport au reste du monde. Pour autant, il y a des populations sur lesquels on a dû mettre en place des systèmes particuliers parce que justement la protection sociale traditionnelle n'apportait pas vraiment de solution. C'est notamment en partie les travailleurs indépendants sur le revenu de remplacement. Ils n'ont pas de protection chômage véritablement. Et donc là, l'interruption de l'activité économique crée une situation extraordinairement difficile pour une grande partie de travailleurs indépendants. Et donc, il a fallu mettre en place des solutions. Donc, la question de la pérennité, enfin, un peu de ces solutions peut être posée. Il faut rappeler aussi, entre nous, on parle d'universalité, mais qu'il n'y a pas totalement similarité entre les personnes qui sont sur notre territoire national et donc la politique de santé publique qui s'exerce et les assurés sociaux. Oui, très largement, il y a quelques limites. Par exemple, les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. Et moi, ça ne m'a pas trop étonné de voir que les premiers clusters étaient notamment avec des travailleurs détachés dans les abattoirs ou dans le milieu agricole. C'est des gens qui ne bénéficient pas vraiment de la protection sociale française. Donc les trous dans la raquette, je ne parle pas du sujet grand âge, donc, qui a déjà été évoqué, et je pense que Marianne Monchamp y reviendra dans la future table ronde. Mais en revanche, à propos du grand âge, je pense un point à souligner que nous révèle la crise aussi, c'est évidemment qu'il faut mieux prendre en compte le sujet des métiers dans la protection sociale. Évidemment, on pense beaucoup protection sociale, le rapport à l'assuré social, effectivement les prestations. Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de ces prestations sont assurées par des services au sein de l'hôpital, au service des EHPAD et des services à domicile pour les personnes âgées. Et si on ne prend pas en compte la nécessaire attractivité de ces métiers, leur présence sur l'ensemble du territoire, la valorisation de ces métiers, eh bien, on a d'énormes difficultés dans la réalité du service apporté à nos concitoyens, voire la continuité de ce service, et notamment en période de crise.
Et donc, ce que nous dit la crise, c'est aussi, attention, faisons bien attention, effectivement, à que la nécessité des équilibres, la nécessité de sauvegarder le système social fasse toute sa place à la valorisation des métiers qui sont absolument indispensables. Bien sûr, je pense à l'hôpital, mais je pense beaucoup, beaucoup aussi aux métiers du grand âge et en EHPAD et à domicile. Je pense vraiment que c'est absolument fondamental. La crise aussi nous dit que la protection sociale ne peut pas se désintéresser de moins en moins de l'organisation même du système de santé. Franck parlait de l'opération sur le contact tracing, de l'assurance maladie, et donc elle devient un acteur effectivement en direct et de la prévention, évidemment, qui est si importante, et de l'organisation même du système. On voit bien aussi, la crise nous révèle combien c'est important que les différents acteurs du système de soins travaillent mieux ensemble, qu'une partie de la façon de traiter les problèmes de l'hôpital, je parle sous le contrôle de Martin Hirsch, c'est aussi ce qui se passe en amont, évidemment. C'est ce qui se passe en amont, et du reste, on le voit en regardant aussi la situation dans différents pays. Quand on regarde par exemple en Italie, entre ce qui s'est passé en Lombardie et en Vénétie, qui ont deux situations extrêmement différentes, la façon de gérer l'amont de l'hôpital a été différente. Quand on regarde la Suède, qui n'a pas un système hospitalier très très fort au regard de l'ensemble de la population, et qui pour l'instant des résultats assez intéressants c'est aussi tout ce qui se passe en amont. Et donc ça, effectivement, la crise nous le dit, et l'assurance maladie notamment doit de plus en plus être un acteur aussi de cette coordination, aider à cette coordination avec les ARS, évidemment, des acteurs du système de santé. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer, la crise nous dit, ce message est essentiel, je me protège, et en me protégeant, je protège les autres. Voilà. Ce message-là, c'est le message même de la sécurité sociale, en fait. Cette idée de réciprocité entre l'individu et le collectif, c'est le message fondamental de la sécurité sociale. On retrouve aussi, de cette manière, dans la retraite par répartition. Je cotise pour moi-même, mais mes cotisations vont permettre, effectivement, de servir les pensions d'aujourd'hui aux retraités d'aujourd'hui. C'est ce message extrêmement fort de réciprocité qui est au cœur, en partie au cœur de notre société, qu'il est si important, effectivement, de transmettre notamment aux jeunes générations. C'est pour ça, effectivement, qu'on a souhaité beaucoup associer les jeunes à cette manifestation. Et voilà, c'est ce message-là que nous redisait Simone Veil au début de cette cérémonie, et cette idée de citoyenneté sociale. Là aussi, je ne pense pas que Martin soit en désaccord. Effectivement, il me semble absolument fondamental dans la crise et bien au-delà de la crise.